Le point sur la situation en ce moment, en pleine crise du Covid-19, l'évolution économique, comment le monde d'après va se réveiller après le 11 mai en France, notamment Pierre Jovanovic. Je suis content de vous avoir, Pierre. Ça fait longtemps que Bonjour je ne Yannick. vous ai pas eu. Je sais que vos interventions sont toujours très attendues et très suivies par nos auditeurs, Pierre Jovanovic. Le Ouais, monde c'est très d'après. gentil. Le monde d'après, alors. Est-ce qu'il va être beau? Les petits oiseaux vont revenir? On va acheter aux producteurs bio encore plus qu'on l'achetait hier? Est-ce que c'est ça le monde d'après qui nous est décrit par certains? Est-ce que ça va se réaliser, Pierre? Écoute, malheureusement, malheureusement non. Je crains véritablement qu'il n'y ait pas de monde d'après, justement. Alors Non ça veut mais, dire quoi? non, mais franchement, c'est triste, mais il y a pas de monde d'après. D'une part, ceci pour plusieurs raisons. D'une part, parce que cette histoire de virus va littéralement bouleverser nos comportements les uns vis-à-vis des autres. Vous allez prendre un train, vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un dans l'avion, même dans un restaurant, et tout le monde va se demander s'il n'a pas le virus ou s'il va pas choper le virus en rentrant chez lui. On va Là, reprendre on a l'automobile, ça c'est certain. Le marché automobile va voilà. se Mais en ce qui développer, ça j'en concerne suis les convaincu. commerces, oui, mais en ce qui concerne les commerces, pardonnez-moi, mais je suis pas certain, si vous voulez, que ça va redémarrer comme notre ministre, Monsieur Bruno Le Maire, veut le faire entendre. Lui, il pense qu'à partir du 11 septembre, ça va être comme la voiture, on met un tour de clé et boum, roum, on redémarre. Non, malheureusement, non. Ça va être très, 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 très lent. C'est comme vous savez, c'est comme une vieille Jaguar qui est restée trop longtemps au garage et tous l'essence et toute l'huile, si vous voulez, sont descendus. Et donc, il faut redémarrer tout ça très lentement, vraiment avec beaucoup d'attention. Et je pense que, franchement, je pense que si ça reprendra simplement vers la fin octobre. Oui, mais est-ce que ça peut être une S'il n'y a chance? pas de manifestation, s'il n'y a pas de révolte sociale Ah, ça avant. Voilà. sera autre chose, on va en parler. Mais est-ce que ça peut être une chance dès la reprise pour nos petits commerces, les petits commerçants de proximité, où on est seul dans la boutique, il n'y a jamais plus de 2 personnes dans une boutique, et on va pas aller aux Galeries Lafayette au printemps ou au Bon Marché, mais on va Oui. peut-être aller davantage chez la petite boutique du coin. Ah bah c'est clair. C'est-à-dire exactement, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que la distanciation sociale entre guillemets, va jouer. C'est-à-dire que plus personne ne va aller aux Galeries Lafayette ou du moins on va éviter. Oui. Les Mais gens vont donc aller c'est une dans les... chance pour les commerçants de proximité, s'ils savent Exactement. la saisir, ça c'est important. S'ils savent la saisir, mais n'oubliez pas, hein, l'histoire du prix va jouer quand même un rôle majeur, vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'il y a une population, si vous voulez, une partie de la population, c'est une des raisons pour laquelle on a eu les Gilets jaunes. C'est-à-dire là, ils sont à découvert au 15 du mois, ils peuvent pas se permettre, si vous voulez, d'aller chez les commerçants indépendants, ils sont obligés d'aller dans les trucs les moins chers. Oui, mais je vous Voilà, tout parlais de la simplement. Donc, population de cadres supérieurs, de ceux qui voilà. font du télétravail, De ceux hein, qui habitent la Baule. et qui font du télétravail. Là, ils vont aller chez les petits commerçants. Ça, ouais. Si on vient, Pierre, donc ça veut dire d'autres modes de vie, hein, plus d'automobiles, du télétravail, le petit commerçant. Ça, c'est pour cette partie de la population, Pierre. Voilà. Voilà. Après, il y a la population, allez, on va les qualifier de gilets jaunes. Alors pour les Gilets jaunes, là, ça va être une autre histoire. Parce que déjà, ils n'étaient pas très riches. On va dire qu'ils étaient pauvres, plutôt, mais là, ils vont être très, très pauvres. Et ça va créer, si vous voulez, alors, pour le coup, je vais réutiliser le terme distanciation sociale, mais là, ça va être la distanciation financière. C'est-à-dire que les tensions qu'on a observées avec les Gilets jaunes, et même vous, à la Baule, vous en avez eu, c'est pas vous dire. Donc là, pour le coup, ça va être exacerbé. Et je crains que des manifestations reprennent violemment, d'ailleurs dès le mois de mai. Hein, n'hésitons pas à le dire. Et dans tous les cas, entre septembre et octobre, je peux vous dire qu'à la rentrée va être très très difficile pour beaucoup et pas. Vous savez, cette crise, elle a montré une chose, si vous voulez, c'est que si les catégories les plus pauvres sont affectées, même les CSP+ et les CSP++, comme on les appelle dans les médias, vont être également affectés, je vous assure. Mais moi, ce qui me chagrine, Yannick, ce qui me chagrine, c'est que si vous prenez le cas de la Suède, ils n'ont confiné personne.
Et ils n'ont pas plus de morts que nous. À la limite, nous, on a beaucoup plus de morts qu'eux. Par 1000 habitants. Donc il y a véritablement un problème. Et j'ai discuté avec des pharmaciens récemment. Eux, ils disent aujourd'hui, ce qu'ils constatent, c'est que ce confinement qui va durer maintenant plus d'un mois, en fait, représente un autre souci de santé publique, parce qu'il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui se portaient bien, mais qui vont plus se porter très très bien à la sortie de ce confinement. Parce qu'ils vont plus chez le médecin. Les consultations baissent. Oui. Déjà ça. Mhm. Il y a beaucoup de morts qu'on va ramasser, des célibataires malheureusement qui sont morts du Covid ou autre chose, peu importe, parce que maintenant tous les morts quasiment, tout ce qui meurt, c'est du Covid. Faut arrêter. Là, il y a un problème de santé publique. Les pharmaciens vous disent par exemple qu'ils ont beaucoup de déchirures, de ligaments, d'élongations musculaires, enfin tout un tas de choses, parce que dès que les gens reprennent une activité, on va dire normale, le corps ne suit plus, hein, parce qu'il a été trop laissé au repos. Il y a un autre problème de santé publique qui se profile. Là, dans mon entourage, par exemple, j'ai un monsieur qui gère une boutique, vous savez, de vins spiritueux, genre Nicolas, vous voyez. Il est reparti au travail parce qu'ils ont décidé de rouvrir. Il a pris il a pris dans ses mains une caisse de bouteilles de champagne. Boum. Arrêté pour 15 jours. Oui, voilà. Parce que le corps s'est habitué à rester au fond d'un canapé pendant 15 jours. Voilà. Et des cas comme ça, vous en avez des dizaines de milliers en ce moment, tous les jours. Alors, si on revient sur l'économie, mon cher Pierre, est-ce qu'on peut avoir dans des nouveaux gilets jaunes apparaître, des patrons, des commerçants, tous ceux qui n'ont pas eu les aides parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de critères d'exclusion. Le gouvernement continue d'affirmer qu'ils aident tout le monde, que Emmanuel Macron dit la main sur le cœur à la télévision, il n'y aura pas un seul mort économique à cause du Covid-19, mais il n'a pas dit la vérité. J'ai tous les jours des cas... Oui, il a menti. Pourquoi a-t-il menti, Emmanuel Macron ? Parce que c'est la communication, n'oubliez pas. Attendez, on peut mentir. Moi, je veux bien qu'on mente pour dire demain on lavera plus blanc, vous inquiétez pas, machin, etc. Mais là, il s'agit quand même de choses qui peuvent entraîner des suicides. Bien sûr. Mais attendez, je vais plus loin. Il ne s'agit pas de mentir en disant si vous m'élisez président de la République, il y aura 300 000 chômeurs en moins. On sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Et puis à la fin, on dit on a fait le maximum. Le chômage n'a pas baissé. Là, ça n'a pas de conséquences, sauf des conséquences habituelles qu'on sait qu'ils nous ont menti. Mais là, il y a des conséquences de gens qui ont cru la parole du président de la République, qui se sont dit l'entreprise va continuer, puis on leur dit vous êtes exclus. Donc le mec, il va se mettre une corde au cou. Exactement. Je vais aller dans votre sens. L'autre jour, le directeur général de la Société Générale est apparu à la télévision vers, 21h, 22h, et il a déclaré clairement que de toute façon, leurs prêts ne sont que pour les sociétés qui se portent bien, et que pour les commerces, pour les petites entreprises qui ont la corde au cou financière, j'entends, ils pourront aller se pendre parce donc la Société Générale, mais je pense que c'est la même chose pour les autres banques, il ne s'en occupera pas. Et j'ai trouvé ça mais tellement fou, quoi. Vous voyez là le banquier dans sa splendeur insultant tous les PME et surtout faisons un bras d'honneur au propos du président de la République et du ministre des Finances. C'est absolument extraordinaire de voir ça. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les entreprises, les PME, les bouchers, les plombiers, les électriciens, etc., les fleuristes, les horticulteurs, ils n'arrivent même pas à joindre leur banque. C'est ça le problème. Et donc, ils se retrouvent dans des paperasseries absolument impossible, et la plupart du temps ils ne savent pas et même leur comptable, si vous voulez, est complètement dépassé par la demande, parce que du coup le comptable qui gère on va dire 150 200 clients, il a d'un seul coup 200 clients, 300 clients qui lui demandent vite remplissez-moi le dossier. Ils sont paumés. C'est impossible. Je ne sais pas comment. Alors, je sais que certaines aides sont déjà tombées, mais je peux vous dire que dans le tas, il y aura 40% de PME, de commerce qui vont tomber. Certaines aides sont déjà tombées pour certaines personnes, Pierre. Exactement. Exactement. D'ailleurs, vous avez vu que Darty Fnac, ils ont reçu tout de suite leur aide. Voilà.
Donc tout ça, ça va créer des gilets jaunes. Il y a aussi la moutarde qui peut monter. Si on nous interdit de partir en vacances, peut-être que le président Emmanuel Macron va se dire on va lâcher la bride quand même, on va pas fermer les plages au mois de juin. On va ouvrir les plages. Justement, à ce propos, je voudrais ça paraît peut-être anecdotique ma question, mais elle est sensible. Elle est très sensible, bien sûr, parce que j'ai écouté les deux conférences de presse, aussi bien d'Emmanuel Macron que d'Edouard Philippe. Mais je voudrais vous faire part de l'interview qui a été filmée entre le Financial Times, donc de anglais, et d'Emmanuel Macron. Vos auditeurs peuvent la retrouver. Écoutez, vous êtes journaliste, je suis journaliste. Nous avons interviewé tous les deux des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes au cours de notre carrière. Et moi, en tant que journaliste, je peux vous dire qu'en regardant cette vidéo, Emmanuel Macron n'était pas dans son état normal. Voilà, je suis clair, net et précis. Il n'était pas dans son état normal. Je ne sais pas ce qu'il prend, mais c'est du sérieux. Hein. Voilà, on va le dire comme ça. Pas dans son état normal, comme il l'était le deuxième week-end des Gilets jaunes quand ils ont failli arriver à l'Élysée, c'est ça ? Exactement. Il avait peur. Donc il avait peur. Non, là c'est pas de la peur. Là je pense, je sais pas s'il prend des médocs, des machins, des trucs, mais il n'était pas dans son état normal. Il suffit, si vous voulez, de l'écouter, de regarder les expressions de son visage. On se rend compte tout de suite, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui colle pas. Et moi j'ai vraiment, je vous dis, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tous ces ministres n'hésitent pas une seule seconde à le contredire. Et d'ailleurs, vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, il y a une tension phénoménale entre l'hôtel Matignon et l'Élysée, parce que tout le monde se rend compte, si vous voulez, que Macron fait du grand n'importe quoi et surtout dit n'importe quoi. C'est ce que vous avez d'ailleurs, vous avez ouvert votre interview là-dessus. Hein, oui. Vous ne l'avez pas fait exprès. Édouard Philippe semble plus mesuré. Il agit vraiment comme il semble donner l'impression d'être un Premier ministre, avec assez de calme. Exactement. Il dit les choses quand il dit je ne sais pas, parce qu'il explique qu'il est face à une crise. On ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir maîtriser et de tâtonner. On ne peut pas lui reprocher ça. Hein. Ça s'est jamais produit. Alors, on est d'accord. Mais il a l'air d'être de prendre les choses. Il a les pieds sur terre, contrairement à Macron. Et les Français, d'ailleurs, le reconnaissent. Hein. Et je pense que dans toutes les études, on montre que la cote de popularité d'Édouard Philippe monte. Voilà. Ils ont plus confiance en Édouard Philippe. Alors Pierre, tout ça, ça répond pas à la question sur les vacances. C'est pas anecdotique parce que si les Français, je pense. Ah non, mais là, c'était très grave. Les psychologues c'était très grave. Pardonnez-moi, ce qu'il a dit là, c'était très grave, parce que dire aux Français qu'ils ne pourront peut-être pas partir en vacances à l'étranger, c'est aussi dire aux étrangers qu'ils ne pourront pas venir en vacances en France, quoi. Oui, mais ça c'est moins grave encore. On peut passer ses vacances en France. Il y a de belles régions. Vous le savez. Mais l'industrie du tourisme. Mais attendez, les Français passeront leurs vacances en France. Attendez, mais c'est du jamais vu. Excusez-moi, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on serait plus à l'aise sur une plage de la Baule que sur une plage espagnole ou italienne ? Pardonnez-moi. Parce qu'à la Baule, vous êtes à la Baule et vous aimez bien la Baule. C'est déjà une bonne réponse, ça, Pierre. Non, mais c'est vrai aussi. C'est vrai. Non, mais à l'issue de la plaisanterie, c'est qu'il y a des pays aussi qui vont faire des appels du pied fantastiques, comme le Maroc, qui sort d'une période très difficile. Vous pensez bien que si on nous empêche d'aller en vacances en France, d'ici la fin de l'année, si le tourisme reprend au Maroc, vous allez avoir dans les murs des métros de Paris, partout, des affiches de promotion de la Royal Air Maroc, et les Français vont tous repartir, non ? Et amener leur devise. Évidemment, mais sincèrement, je ne pense pas que le gouvernement pourrait interdire aux Français de ne pas partir en vacances à l'étranger. Là, ça serait vraiment de la folie furieuse. Et là, on serait en dictature totale, ça je vous le dis. D'ailleurs, on est déjà en dictature totale. Je voyais le Premier ministre qui nous expliquait à l'Assemblée nationale que maintenant, les masques, il faudra en porter. Alors que ce même gouvernement nous a expliqué depuis 2 mois qu'il fallait pas en porter, que ça servait à rien. Je veux dire, mais attendez, mais on est chez les fous, quoi. On est complètement chez les dingues. C'est le conseil soi-disant scientifique, là aussi, je ne sais pas ce qu'ils prennent comme substance, mais c'est du sérieux, hein, je peux vous le dire. Ah, vous êtes remonté en ce moment. Et ça vient peut-être du Maroc. Ah non, les frontières sont fermées et ils sont en confinement.
Dans le Rif, dans les montagnes du Rif, ils sont aussi en confinement, je vous signale, Pierre. Voilà. Non, mais cela dit, pour revenir au plus important, c'est-à-dire au commerce. On est vraiment au bord d'une très grave crise parce qu'on n'a pas, on a l'air de plaisanter là, c'est presque nerveux. Exactement, parce qu'on est au bord d'une révolution. On est au bord d'une révolution, véritablement. Non, mais attendez, il y a une tension, si vous voulez. Il faut bien, je veux dire, on peut pas non plus tout le temps avoir le même ton que BFM TV, quoi. Ça va, c'est bon. Tous les soirs, ils nous font la liste du nombre de morts. C'est bon, ça va. J'ai l'impression d'assister en direct du cimetière du Père Lachaise, quoi. Alors, Pierre, on va. Il y a un autre souci d'inquiétude, c'est l'argent. Il va bien falloir payer tout ça. Ah ben, M. Villeroy de Galhau a déclaré dimanche que les Français devront payer. Oui. Moi, j'aimerais demander à M. Villeroy de Galhau avec quoi. Alors, je lance ma question. Le prélèvement sur les comptes bancaires ou sur les assurances vie. Comme au Liban. Voilà. Le prélèvement. Voilà, ça va être un haircut, ça va être ou alors ça va être un impôt spécial coronavirus, ce que vous voulez, peu importe. Ils vont prendre 10% des dépôts bancaires, peu importe. Mais de toute façon, ils vont se servir dans les poches des Français. C'est une évidence. Villeroy de Galhau l'a déclaré au journal du dimanche. Vous pouvez retrouver son interview. Et puis il avait l'air de trouver ça tout à fait normal que le taux d'imposition des Français monte de plusieurs crans supplémentaires, quoi. Alors que déjà on est le pays le plus taxé au monde. Je pense que à tous vos auditeurs à la boule, ils vont écouter notre interview avec beaucoup d'attention. On est le pays le plus taxé au monde, donc on ne peut pas taxer davantage. Alors, ça veut dire, il y a plusieurs hypothèses. On dit augmenter 2 ou 3 points la TVA. On dit prendre 10% sur tous les comptes bancaires. D'autres disent on va prendre 5 à 10% sur tous les comptes au-delà d'une certaine somme, comme 10 000 euros. Donc personne ne sait pour l'instant. Attendez. Yannick, je vous ou ça peut être entrée, fromage et dessert. Hein, ça peut être. Ouais, voilà. Mais je vous rappelle que la banque, alors je ne sais plus si c'est la Banque mondiale ou le FMI, je pense que c'est le FMI, a déjà Christine Lagarde qui avait fait cette note. Non, c'est pas Christine Lagarde. Christine Lagarde, c'est la Bulgare là qui dirige le FMI. Mais il y avait aussi une note de Christine Lagarde qui pouvait dire que pour les États, en cas de gros endettement bancaire, de grave crise, l'idée du prélèvement obligatoire. Ah ben c'est clair. Mais le FMI demande 20%. Le FMI a demandé, d'ailleurs c'était dans ma revue de presse, vos auditeurs peuvent y aller, ils vont le retrouver sur quotidien.com, le FMI a demandé 20%. Un haircut de 20%, voilà. Ça veut dire un prélèvement de 20% sur tous les comptes ou les plans d'épargne à partir d'une certaine somme. C'est ça. Voilà, sachant qu'on est au taux négatif, je peux vous dire que là, les gens, ils vont vraiment se retrouver en slip, quoi. Alors, il y a eu une déclaration, je ne sais pas si vous avez remarqué, de Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian est un ministre, c'est sans doute l'un des ministres qui est le plus fin, qui est le plus stratège, qui est le plus... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Oui, il est parti, parce que c'est le ministre socialiste à En Marche avec avec des pas de loup comme dans un dessin animé. Oui. C'est le ministre de l'ancien monde. Hein. Exactement. Je veux dire, je vais pas lui. Je pense il pourrait être ministre dans un gouvernement du général de Gaulle. Hein. Voilà, c'est ce que je dis. Je pense. Il a dit cette phrase très importante, alors que tout le monde dit que le monde d'après sera un monde merveilleux, de la nature, plus solidaire. Et Jean-Yves Le Drian dit le monde d'après ressemblera au monde d'avant, mais en pire. Exactement. C'est ce qu'il craint. Il a tout résumé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y aura pas d'après. Je veux dire, il l'a résumé à sa façon. C'est-à-dire que si ça va être un monde très gris. Hein. Et d'ailleurs, je vous donne un autre, un autre fait. Ça s'est passé hier soir. J'ai assisté en direct à la déroute totale du prix du pétrole. Vous avez vu que le prix du brut et le prix du baril sont tombés en tarif négatif. Certains producteurs de pétrole texans payent les acheteurs $40 pour qu'ils les débarrassent
au pétrole. C'est un peu comme si vous, vos auditeurs, allez faire le plein à la station Total ou Esso la plus proche et que le pompiste, une fois qu'il a rempli votre réservoir, vous donne 150 €, quoi. Donnez-moi l'adresse de la station, s'il vous plaît. Je pense qu'il y aura du monde. Il y aura du monde en ce moment. On ne la connaît pas ici dans la région. Parce que vous voyez, on a eu plusieurs premières là. On a eu dans l'histoire de l'économie mondiale, on a eu les taux négatifs. On en a suffisamment parlé ensemble, vous le savez bien. Mais là, on a eu quand même une autre première mondiale, c'est les prix du pétrole négatifs. C'est-à-dire que les producteurs n'ont plus de place pour stocker le pétrole, et donc ils sont obligés, si vous voulez, de payer les acheteurs pour qu'ils les en débarrassent. Bon, malheureusement, vu le gouvernement qu'on a, on n'est pas prêt de voir ça à la pompe, ça c'est une évidence. Mais je peux vous garantir, vous l'avez d'ailleurs sur mon fil Twitter, vous l'avez, vos auditeurs peuvent les voir, toutes les captures écran de tous les cours de la nuit dernière, mais ça a été un massacre. Je peux vous dire que cette semaine, vous avez plusieurs personnes qui vont sauter du 25e étage de leur building. Il y a un des opérateurs vous savez, des vendeurs de pétrole plus gros de Singapour s'est retrouvé en slip. Et il a reçu une lettre de sa banque: monsieur, veuillez couvrir votre découvert de 4 milliards de dollars. Je peux vous dire que ça fait mal. Et en ce moment, c'est toutes les banques. Le 1er avril, oui. Non, c'est pas le 1er avril, ça s'est passé hier. Vous avez tous les détails sur la revue de presse. Mais il y en a plein comme ça. C'est pas le seul. Vous en avez des milliers. Parce que les acheteurs et les vendeurs, si vous voulez, de pétrole, sont obligés, si vous voulez, pour chacune de leurs transactions, ils sont obligés d'avoir une lettre de crédit de la banque. C'est-à-dire que c'est la banque qui se porte garante de l'exécution de paiement dès que le pétrole a été livré. Voilà. Et là, je peux vous dire qu'avec des tarifs négatifs, c'est jamais vu, ça a battu tous les records. Là, ça va faire très, 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 très mal. Mais alors vraiment, très très mal aux opérateurs. Ça va être une catastrophe. Voilà. Et donc là, vous avez le 4e pilier de l'économie mondiale qui est tombé hier soir. C'était le dernier. On a eu les taux négatifs, on a eu la confiance dans la monnaie, on a eu la confiance, enfin la monnaie, je veux dire, parce que maintenant c'est de la fausse monnaie à tout va. La confiance dans l'économie du peuple. Et là, vous avez le pétrodollar qui est tombé définitivement. Des pays comme le Niger, comme l'Iran, comme le Venezuela, là, vous allez assister à des révoltes absolument phénoménales parce que là, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ça va être la famine. Enfin, ça va être catastrophique, je vous le dis. Eh bien, on va suivre ce monde d'après. Merci Pierre Jovanovic pour ce tour d'horizon. Merci à vous. Merci à vous, Yannick. Prenez soin de vous. Vous aussi. Et mes amitiés à tous vos auditeurs de la Baule. Merci. Et de la région. Pierre Jovanovic est donc mon invité ce matin.